président du conseil d'administration de la Fondation Panzi, prix Nobel de la paix 2018, Madame la secrétaire exécutive de la Fondation Panzi, distingués invités, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur ce matin d'être dans cette salle pour notre journée scientifique avec nos invités qui viennent de l'université de Swansea. Et pour cette journée, nous suivrons l'agenda ci-après. Après la mise en place de tous nos invités, nous allons procéder au mot d'ouverture par le président du conseil d'administration de la Fondation Panzi. Après ces mots d'ouverture, nous allons démarrer par la première session. La première session connaîtra la modération de Madame la secrétaire exécutive de la Fondation Panzi. Et il y aura 3 présentations dont les détails nous seront donnés par la modératrice. Et après ces 3 présentations dans la première session, nous allons passer à 10h, de 10h30 à 11h à une pause café. Et après cette pause café, nous devrions poursuivre avec la dernière présentation de la première session. Et à 12h, de 12h à 13h, nous allons commencer notre pause. Une pause qui prendra 1 heure. Et après cette pause, à 13h, nous allons commencer notre deuxième session qui connaîtra la modération du professeur Dr Birindwa Archip. Et cette deuxième session va être consacrée à des présentations scientifiques des différents chercheurs qui sont déjà ici. Et nous allons commencer par la présentation des résultats des ICAR par professeur Marie Atem. Et nous suivrons par la présentation du docteur Ra. Et cette présentation du docteur Ra, docteur Ra pourra nous présenter les résultats à long terme de la chirurgie réparatrice des lésions génitales post-abus sexuel pendant l'enfance. Et ce sera de 13h30 à 14h. Et de 14h à 14h30, la deuxième présentation scientifique par le docteur Moukanire, ce sera les prolapsus génitaux chez les femmes en âge de procréer. Et de 14h30 à 15h, nous allons poursuivre avec la 3e présentation scientifique. Ce sera la présentation du score des fistules urogénitales par docteur Tina. Et à 15h, de 15h à 15h30, nous allons suivre la présentation sur les corps étrangers dans un contexte de viol par Dr Kavira Isesomo Priska. Et puis, après cette présentation, nous allons procéder à 30 minutes d'échange. Échange après lesquels nous allons procéder aux cérémonies de clôture, dont la clôture, la signature du livre d'or et la photo des familles. Sans trop tarder, mesdames et messieurs, distingués invités, nous allons demander avec tous les respects à monsieur le président du conseil d'administration de la Fondation Panzi, prix Nobel de la paix 2018, de pouvoir s'approcher pour les mots d'ouverture. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les gouvernements, chers collègues distingués invités,
ces mots d'introduction, je voulais tout simplement, après la présentation du programme, pouvoir nous demander de nous associer à notre collègue qui était au programme et qui hier soir a perdu son père et donc ne pourra pas se joindre à nous. Donc, c'est l'occasion pour présenter nos condoléances à nommer toute sa famille, donc à notre cher. Ceci étant, pour nous s'adresser à vous ce matin à l'occasion de cette journée consacrée aux échanges scientifiques entre les chercheurs locaux et les chercheurs de l'université de France sur les questions liées aux violences sexuelles qui nous ont d'une grande valeur à mes yeux. Je crois que le grand problème que nous avons, parfois, c'est que nous n'avons pas saisi les opportunités qui nous sont offertes. Mais je crois que l'ouverture qui s'est faite avec l'université de Swansea devrait être une opportunité que je voudrais que sur le plan multidisciplinaire, nous puissions nous approcher et effacer parfois nos idées. Je considère que nous le faisons pour parler. Il faudrait que chacun sache qu'il est fait pour soi-même. Nous ne devons pas nous limiter à nos ventes. Nous devons être au-delà. Au-delà, j'ai toujours dit, quelqu'un qui a pensé peut être toléré si tu lis des articles par an. Mais on devrait faire plus. Et parfois, je me pose la question, pourquoi on n'est pas assez libre? J'ai vu des jeunes venus des États-Unis, venus de l'Europe, ils passent 3 mois ici, après ils écrivent un livre, ils font une thèse. Et nous, on est là en train de se plaindre, de considérer qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Je crois que cette opportunité, c'est une grande opportunité. Nous avons la possibilité ici d'être avec le secrétaire de Sa Majesté Sophie de N'Djamena. Et je pense que, en fait, ça montre aussi nos limites. Puisqu'on ne peut pas réaliser les personnes qui viennent chez nous et qui veulent collaborer avec nous, à quel point beaucoup de gens dans le monde aimeraient avoir les coachings et les soutiens d'une personnalité comme la duchesse d'Edinburgh. Je crois que... Est-ce que vous savez c'est qui? Est-ce que vous savez c'est qui? Docteur, vous pouvez nous expliquer? La duchesse. Vous voyez que je ne me trompe pas. C'est un médecin
spécialiste. Il revient de la France. Et c'est vrai, vous n'êtes pas seul. Si je l'ai dit, c'est puisque je crois que nous avons un petit problème. Peut-être, je vois des psychologues entrer, devraient nous dire cette question de saisir les opportunités, pourquoi on ne le fait pas. Vous connaissez le roi de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Comment il s'appelle? Hein? Pardon? Là, l'examen est réussi. Voilà, je ne peux pas vous empêcher. En fait, la duchesse d'Edinburgh, c'est l'épouse de son petit frère. Et je pense que, sincèrement, c'est une opportunité que nous devrions saisir pour construire le pont entre le Royaume-Uni et le Congo, mais également, sur le plan scientifique, pouvoir créer des modèles, puisque je crois que, sans risque de me tromper, c'est une opportunité pour des recherches. Parce que nous envoyez le professeur Oetker, c'est avec l'objectif de pouvoir construire des ponts solides entre nos institutions. Je ne saurais pas donc continuer sans pouvoir vous présenter cette équipe que nous avons eu déjà 2 jours à travailler ensemble. Et je crois que de nos 2 jours, moi j'ai eu déjà presque 100 idées de ce que nous pouvons faire ensemble. Chers collègues, depuis des décennies, nous essayons d'apporter des soins aux femmes victimes de violences sexuelles avec comme objectif non seulement de les réparer physiquement, leurs blessures, mais aussi nous voulons restaurer leur dignité. Et toutes les discussions que j'ai eues avec le professeur Solier, c'était de dire restaurer la dignité sans faire du mal. Et c'est un principe de ne pas être des scientifiques, faire des techniques qui nous plaisent sans savoir ce que ça donne comme résultat à la victime. Et nous utilisons les 4 piliers qui sont des piliers que nous appelons la méthode holistique, médicale, psychologique, socio-économique et juridique. Et malgré les efforts cliniques et scientifiques, il demeure encore aujourd'hui, malheureusement, plusieurs défis, plusieurs questions, je viens de vous dire que j'en ai dans mes rêves une centaine, mais auxquelles la science doit répondre afin d'espérer voir nos femmes vraiment vivre en toute dignité. Et c'est dans ce contexte que les amis, professeurs et scientifiques ici présents, venant de l'Université de Choisy, souhaitent échanger avec nous afin de comprendre les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles pour qu'ensemble nous puissions travailler et proposer des solutions pour le bien-être des femmes que nous prenons en charge. Ces travaux préliminaires permettront de partager nos expériences pour mieux circonscrire les différents problèmes
afin de rendre nos recherches plus actives dans l'objectif de fournir des réponses adéquates aux problèmes des malades, bien sûr, aux questions posées par les malades, mais aux questions que nous nous posons également nous-mêmes comme scientifiques. Je formule le vœu qu'un partenariat scientifique solide soit mis en place à l'issue de la visite de nos collaborateurs de l'Université de Santi. Cette activité permettra d'identifier nos besoins. Je crois, après avoir présenté les institutions, nous allons présenter quelques travaux de recherche. Nous avons quelques médecins qui sont des doctorants qui vont nous présenter des travaux de recherche qui sont en cours. Et nous espérons pouvoir vraiment identifier les besoins en termes de recherche et de formation scientifique. Ceci est une tâche globale et complexe qui a besoin de notre volonté collective et de pouvoir faire des examens sérieux. Moi, je souffre de voir que notre pays, nous continuons à utiliser des professeurs itinérants. Mais quand je vois la qualité de chaque médecin ou psychologue sur place, vous avez tous la qualité d'être de grands professeurs par rapport à ce que vous faites. Mais tout simplement, puisqu'on n'a pas développé un cadre académique pour vous encadrer. Aujourd'hui, nous avons quelques professeurs qui nous viennent de Kinshasa ou de Kisangani, mais ce sont des professeurs qui font 9 mois de voyage à travers le pays. Et finalement, ils n'ont pas le temps de former sur place là où ils sont. Mon rêve, c'est qu'on puisse transformer tous les médecins qui sont là en de grands professeurs, mais de professeurs qui vont être consciencieux, qui ne vont pas lire des syllabus, mais qui vont travailler pratiquement avec les étudiants pour en faire de grands chercheurs. Et là, je vais vous dire, par curiosité, j'avais invité le professeur Whitaker, puisque je pensais qu'on allait utiliser une technique qui consiste à faire des nominations, des petites lèvres pour la tunélisation. Et en discutant, il a dit, mais pourquoi on ne peut pas utiliser la veine de sa veine et laisser tranquille les petites lèvres? C'est formidable. Mais toute la nuit, je me posais aussi la question. I was wondering about to use the vein. And my big question was, if using the Safran vein, if you do not get problem with, especially calcaire, how we call it in English, calcification, because it's not, the blood don't have the same constituency as the urine. But I think all these questions are very important. Et qu'est-ce que le professeur a proposé? Il a proposé que nous puissions faire un modèle animal. Et les docteurs ont dit que se déplacent d'ici pour aller faire le modèle animal au Cameroun. Ici, on n'a pas la possibilité de faire le modèle animal. Donc, vous comprenez très bien que nous avons des ouvertures incroyables avec l'université que nous devons explorer. Il est important que nos échanges de vues soient francs, soient ouverts, soient constructifs, qu'on n'ait pas l'impression
posant nos questions que nous pouvons arriver, en fin de compte, à avoir des solutions. En réunissant ici, notre objectif est de trouver des réponses aux problèmes particuliers et bien identifiés dans nos différentes spécialités médicales. Je voudrais donc profiter encore une fois de cette occasion pour exprimer toute ma gratitude à nos partenaires en provenance de l'Université de Soissy, avec lesquels nous allons travailler pour atteindre ces objectifs ici, avec tout le respect. Je demanderai à ce que vous puissiez vous mettre et que nous puissions nous applaudir pour journée d'échange et de partage. Je suis certain que la construction va contribuer largement au projet de la prise en charge de nos malades. Je vous remercie. Merci beaucoup, très cher professeur. Merci pour cet appel à la conscientisation, cet appel à capitaliser ces partenariats. Merci aussi pour cet appel pour pouvoir répondre à des questions pour la bonne santé de nos filles et femmes. Merci aussi pour cet appel pour un partenariat franc. Merci beaucoup, nous sommes vraiment satisfaits et nous apprécions cela. Et c'est sur cette note de satisfaction que nous approchons Madame la secrétaire exécutive pour la première session. Merci. Cher président du conseil d'administration de la Fondation de Panzi, distingués invités, chers intervenants et collègues, nous vous souhaitons la bienvenue à la Fondation Panzi. Nous nous joignons au professeur Dr Mukwege pour présenter également toutes nos condoléances au docteur Nema et à sa famille. Je vais être très rapide dans l'introduction de ces sessions, de ces présentations. Nous allons écouter 3 présentations ce matin avant la pause café à 10h. Ces 3 présentations suivront le même format, à savoir 30 minutes au total, partagées entre 15 minutes de présentation du contenu et 15 minutes de questions-réponses. L'idée étant vraiment de laisser une large place aux interactions et aux échanges par rapport au sujet présenté. Nous allons commencer par une présentation des One Stop Center, qui est au cœur du modèle holistique de Panzi. Ce sont des centres qui adoptent une approche intégrée et innovante, combinant une expertise médicale, le soutien psychosocial, l'assistance juridique et un programme de réinsertion pour les survivantes. Il joue un rôle crucial en offrant une réponse coordonnée et complète aux survivants de violences sexuelles. Cette présentation va être faite par le directeur du programme de la Fondation Panzi, Beatin Ortega. Merci beaucoup. Pour la parole. Nous allons rapidement présenter le modèle holistique de Panzi que nous appelons le One Stop Center ou bien les guichets uniques. Brièvement, nos 2 institutions, l'hôpital général de référence de Panzi
a été créé au mois de septembre 1999 par le docteur Denis Mukwege et la Fondation Panzi a été créée également par lui au mois de juin 2008, soit 9 ans après que l'hôpital ait existé. Et la Fondation Panzi a été créée pour compléter l'important travail qui se faisait déjà à l'hôpital de Panzi depuis 1999. Quand on parle du modèle holistique, c'est un modèle qui n'a pas été construit en un seul jour, mais de manière progressive, en se basant sur les leçons apprises par les prestataires, mais également en se basant sur les besoins et les demandes exprimées par les survivantes. Après la prise en charge médicale, les survivantes exprimaient le besoin d'une prise en charge psychosociale. Après, elles vont commencer à exprimer une demande pour la réinsertion socio-économique et l'accompagnement juridique et judiciaire, deux services que l'hôpital ne pouvait pas leur apporter parce que ça ne relevait pas du mandat d'un hôpital classique. Une autre raison de la création de la Fondation Panzi, c'était la limite géographique de l'hôpital de Panzi, qui est un hôpital général de référence de la zone de santé d'Ibanda. La vision du docteur ne pouvait pas aller au-delà de la zone de santé d'Ibanda parce que la carte sanitaire de la RDC nous limitait. C'est ce que je venais de dire. Ce modèle, c'est le docteur Mukwege qui l'a mis en place, ensemble avec les équipes à l'hôpital de Panzi, depuis 1999. Et c'est un modèle qui avait déjà été présenté et officiellement ratifié par la signature d'engagement des 11 chefs d'État de la CIRGL lors du sommet de Kampala en 2011. Le docteur Mukwege, initiateur de ce modèle, il le définit comme une prise en charge holistique des survivantes de violences sexuelles et autres vulnérables en les faisant bénéficier de tous les services dont ils ont besoin à la carte, c'est-à-dire à leur choix et selon leurs besoins et à un même endroit. Les avantages du modèle One Stop Center, c'est que ce sont des soins centrés sur la personne où les bénéficiaires jouissent d'une confidentialité car une fois entrés dans les systèmes ou circuits de prise en charge, la victime n'a plus besoin de répéter la même histoire. Elle donne son histoire une fois seulement. Elle choisit ses services en fonction de ses besoins en donnant son consentement éclairé pour tous les services à recevoir. Même si le One Stop Center offre tous les 4 services, la survivante n'est pas obligée de tout prendre, c'est à elle de choisir. Et notre expérience a montré par exemple que la grande partie des survivantes accèdent aux services médicaux et psychosociaux, mais il y a un pourcentage réduit qui va vers les piliers juridiques et judiciaires suite au défi du mauvais fonctionnement de l'appareil judiciaire dans notre pays. Et donc, c'est en fonction du consentement éclairé que les survivantes accèdent aux services et moyennant leur propre choix. Il peut y avoir différents modèles de One Stop Center. Après que nous, on a commencé, il y a des modèles intégrés dans les systèmes de santé. Il peut y avoir un modèle mis en œuvre par les ONG ou un modèle géré par le gouvernement. À Panzi, notre modèle, c'est un modèle intégré dans les systèmes de santé. Pour les raisons suivantes. L'assistance médicale dans les zones de conflit constitue les besoins les plus urgents pour les survivantes. Par exemple, les besoins d'accéder au kit PEP dans les 72 heures, la chirurgie et autres besoins. Les centres de santé et les hôpitaux ont un accès facile et simple pour tout le monde dans les villages. Le risque de stigmatisation est réduit dans les structures médicales. Dans un village, une femme qui entre dans un enclos d'un hôpital ou centre de santé, on ne peut pas savoir dans les villages si elle entre pour le problème de paludisme, pour le problème des besoins pour les soins d'hypertension
ou bien de consultation prénatale parce que l'enclos de l'hôpital est ouvert à tout le monde dans le village. Et ce système pendant 25 ans nous a permis de faciliter aux survivants d'accéder aux soins et d'entrer dans le One Stop Center sans peur d'être stigmatisés dans les villages. La durabilité, les structures médicales restent opérationnelles avant le conflit et même après le conflit, les structures restent opérationnelles avec les staffs qui ont été formés, les équipements qui ont été mis en place et ça peut continuer à servir les survivantes même après la période de clôture des projets. Là, c'est le modèle où on a la fondation sous forme d'une maison avec une recherche de programmation basée sur les preuves et les 4 piliers comme les piliers d'une maison. La charpente qui soutient toute la structure, c'est le leadership des femmes et les plaidoyers, mais également les services de qualité centrés sur la personne. Et quand on a tout mis en œuvre, la toiture, finalement, c'est la dignité de la femme qui est restaurée. La prise en charge médicale se fait à l'hôpital de Panzi, au centre hospitalier de Mulamba et de Bulenga, qui sont des hôpitaux construits par le docteur Mukwege, grâce à des prix reçus des Stichting Blüchstelling en 2011 à Mulamba et le prix du gouvernement français qui a construit l'hôpital de Bulenga à 150 km d'ici au nord en 2015 et inauguré en 2016. Mais également, il y a un autre One Stop Center à la clinique Panzi de Kinshasa. Nous avons la mission des cliniques mobiles où les prestataires vont vers les malades. Là où nous n'avons pas nos propres hôpitaux, nous signons des contrats de collaboration avec les zones de santé et avec les autres hôpitaux publics. Et là, nous payons les factures des soins médicaux des malades ou des survivantes après prise en charge. Il y a des missions en outreach pour la réparation des fistules et des prolapsus, mais également nous avons plusieurs formations multisectorielles sur la collecte et la conservation des preuves médico-légales en collaboration avec l'organisation américaine PHR depuis plus de 15 ans. Au niveau de l'hôpital général de référence de Panzi, on a parlé de la date de la création, nombre des staffs. La vision de l'hôpital de Panzi, c'est d'être un hôpital d'excellence, favorisant la santé pour tous et un centre de formation compétitif en Afrique centrale. Et pour y arriver, la mission, c'est d'assurer les soins holistiques de qualité à travers les services de santé améliorés par la sensibilisation communautaire et les plaidoyers. Et à l'hôpital de Panzi, on a les 4 types de traitements, les curatifs, les préventifs, les promotionnels et les traitements réhabilitatifs. Il y a plusieurs spécificités de l'hôpital de Panzi comme un grand hôpital de référence. Il y a la prise en charge des survivantes de violences sexuelles qui est basée sur les genres, la prise en charge chirurgicale, notamment le traitement des fistules urogénitales et les prolapsus, la reconstruction de l'appareil génital pour les adultes, y compris aussi pour les bébés, les petits-enfants aussi qui sont victimes et qui sont admis à l'hôpital de Panzi. Il y a la prise en charge des enfants mal nourris, la santé mentale pour toute la population, des missions en outreach, on en a parlé, les traitements des infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida, la chirurgie mini-invasive, mais aussi un programme de mentorat clinique, des programmes de formation et également l'organisation du programme du 3e cycle. Là, ce sont les spécificités de l'hôpital de Panzi, mais peut-être on peut aussi ajouter la présence du médecin psychiatre, chez qui la plupart des structures de la région réfèrent les malades qui ont besoin d'une prise en charge psychiatrique. Quelques statistiques de l'hôpital de Panzi de 1999 à 2024, où nous avons opéré 9435 femmes avec fistule, avec également les taux de réussite, d'échec et de continence. Il y a d'autres indicateurs, notamment les consultations, ce qui est prévu mensuellement, annuellement, mais également on compare avec ce qu'on arrive à réaliser
à la fin de chaque année comparativement aux prévisions. Et ce qu'on réalise, ce n'est pas vraiment loin des prévisions, ça montre la performance par rapport à la planification et aux indicateurs planifiés à l'avance. Nous avons également au niveau de l'hôpital de Panzi au service SVS les grossesses ici de viols chaque année, le nombre total de grossesses ici de viols, le nombre des adultes, mais également le nombre de mineurs de moins de 17 ans qui ont des grossesses ici de viols et qui ont besoin de l'accouchement dans de bonnes conditions année par année. J'essaie d'y aller très vite. Pour cette raison-là, au niveau de l'hôpital de Panzi, il y a l'accouchement des femmes victimes depuis 1999, mais depuis quelques années, nous sommes en train d'essayer de bien structurer cette prise en charge des accouchements ici de viols, principalement pour les mineurs, avant, pendant et après l'accouchement, pour renforcer la relation mère-enfant. Mais également, cet accompagnement se fait par une équipe multidisciplinaire, des psychologues, des gynécologues, des APS, des infirmières et accoucheuses, et ça donne de bons résultats pour les mineurs qui ont besoin qui ont des grossesses ici de viols. J'essaie d'y aller rapidement sans expliquer le schéma. Au niveau de la Fondation Panzi, nous en avons déjà parlé. Le contexte de la création, la mission, la vision et les valeurs. Et là, voilà un peu avec le schéma, avec les 4 piliers au niveau de la prise en charge médicale de 1999 à 2023. C'est 84 060 survivantes, dont 38% sont des mineurs. Et parmi ces mineurs encore, il y a 14% âgés de moins de 9 ans parmi les survivantes. 9 193 fistules opérées et 17 793 prolapsus opérés. Il y a la prise en charge psychosociale de manière générale et dans cette prise en charge-là, il y a 39 683 survivantes de violences sexuelles. Il y a l'assistance légale, accompagnement juridique et judiciaire, 25 583 demandes d'assistance, parmi lesquelles 4 818 dossiers introduits en justice. Et là, j'ai essayé de parler des raisons, éloignement des juridictions, la corruption, le mauvais fonctionnement du système judiciaire, ça décourage parfois les survivantes. Il y a les piliers de réintégration socio-économique aussi, avec la scolarisation des enfants, l'appui aux AGR, la construction des maisons. Il y a l'approche mutuelle de solidarité, parce que les guerres que nous avons connues ont détruit les tissus sociaux et les mousseaux et les avecs contribue au renforcement de cette cohésion sociale, cette solidarité entre les bénéficiaires et les survivants. Et donc voilà, et les mousseaux et les avecs regroupent plus de 31 000 femmes membres dans ces deux groupes, les mousseaux et les avecs. Je vais rapidement, là où nous sommes, en RDC, nous sommes dans tous les territoires du sud Kivu. Nous sommes à Bulenga, nous sommes dans la ville de Kinshasa, la province de Tanganyika dans 8 zones de santé, mais le projet s'est terminé en 2013. Mais au moins on a laissé parce qu'il y a eu des acquis du projet intégrés dans le système de santé. Au Kasaï central, à Kanangaï, à Chimbulu, mais également dans d'autres provinces, les missions de réparation de fistules où les équipes de l'hôpital de Panzi vont en campagne, en outreach et reviennent encore à Panzi. Au niveau international, nous sommes en RCA, en Guinée-Conakry, en Irak, mais aussi des missions d'évaluation sont en cours pour l'Ukraine. Voilà le schéma. L'objectif, c'est de transformer la souffrance en force. Le pilier psychosocial, nous avons parlé de la prise en charge psychiatrique, la prise en charge psychologique. Il y a différentes thérapies que nous utilisons. Nos collègues, je vois le coordinateur Marc dans la salle, pourra y apporter plus de lumière après lors des questions. Nous avons plusieurs thérapies, mais à part ces thérapies,
le docteur Mukwege fait le plaidoyer depuis 2012 pour l'intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaire. Dans les zones de conflit, il y a des victimes collatérales. Ce n'est pas seulement les survivants de violences sexuelles qui ont besoin de la santé mentale, il y a leurs membres de famille, mais également d'autres malades à l'hôpital qui ont besoin de cette prise en charge psychosociale. Même lors des audiences foraines, donc la prise en charge psychosociale est transversale. Les psychologues accompagnent les victimes même quand elles doivent aller en justice. Les piliers légaux, nous avons des cliniques juridiques disséminées dans des villages. Et là, on fait l'accompagnement aussi judiciaire auprès des juridictions, des audiences foraines pour rapprocher les juridictions auprès des victimes dans leur village. Mais également, les cliniques juridiques jouent le rôle de mécanismes alternatifs de résolution pacifique des conflits. Ils donnent des conseils pour la construction d'une paix durable et la prévention des conflits au niveau des villages. Le pilier légal, également, c'est tout le travail de plaidoyer que le docteur Mukwege fait pour la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle, y compris la mise en application des recommandations du rapport mapping produit par les Nations Unies depuis plusieurs années, mais qui reste lettre morte, qui n'est pas mise en application, mais également le tribunal pénal international pour la RDC, ou la mise en place des chambres mixtes spécialisées, parce que ça fait 30 ans, les contextes restent les mêmes, et c'est la justice qui peut nous aider à trouver une solution durable. Il y a eu le projet pilote de réparation intérimaire, auquel le docteur a fait référence en recevant le prix Nobel de la paix à Oslo en 2018, et la mise en place des GCF à New York en 2019. La réinsertion socio-économique, il y a des projets de subventions en espèces ou distribution des tâches, appui aux AGR, les mutuelles de solidarité, j'en ai parlé, scolarisation des enfants, l'appui à la chaîne de valeur agricole, mais également tout un programme d'alphabétisation et de formation à métier. Je voudrais terminer en parlant de nos activités de plaidoyer et prévention qui ne sont pas des piliers. L'angle de VBG, les projets de réponse s'attaquent aux arbres et aux fruits qui sont visibles des conséquences, mais les projets de prévention s'attachent aux racines profondes qui sont des causes parfois invisibles, mais qui alimentent l'arbre de VBG et de la violence. Et là, nous avons le programme Badilika, les cliniques juridiques, qui travaillent au niveau communautaire sur la prévention. Et tout le travail que le docteur Mukwege fait pour le plaidoyer, c'est effectivement pour trouver une réponse durable à ces conséquences qui sont visibles. Voilà un peu en résumé. Je vous remercie. Présenter le travail de base des instants pendant 15 minutes, nous essayer de résumer comme cela. Merci beaucoup, Bertin. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à la présentation des One Stop Center. Donc, s'il n'y a pas de questions ou commentaires. Ah, d'accord. Merci pour la parole, Mme Vanessa. Je voulais juste donner un petit ajout pour dire que les modèles holistiques One Stop Center, on a déjà publié des articles sur ce modèle. Et donc, du point de vue scientifique, ce modèle est déjà connu un peu partout à travers les publications faites par le professeur Mukwege. Merci. Merci beaucoup, Dr. Agen. D'autres questions, commentaires, interventions? Oui, bien, sans plus attendre, nous allons passer à la prochaine présentation. Donc, il s'agit du Centre de recherche de la Fondation Panzi, ICA. Donc, c'est International Center for
for Research and Training. Cette présentation va être faite par le professeur Mariatem qui nous rejoint du Canada. Donc c'est un centre de recherche qui a pour but la recherche et la formation continue afin de disséminer le modèle de Panzi. Merci beaucoup. Bien reçu. Je vous remercie pour votre conférence. Alors, good morning and welcome to the International Center of Advanced Research and Training, ICAR, at the Panzi Foundation. On behalf of the ICAR team and associates, I would like to thank you for your presence and for this opportunity. I am Mariatem. I'm a Canadian professor at the School of Public Health at the Université de Montréal, and I have the privilege of being the director of ICAR since January 2020. To present ICAR and its functioning, I propose a plan for this meeting day in two parts. The first part, brief history of ICAR, its mission, its vision, its values and objectives, its governance plan, and in the second part, I will present the development strategy, the activities, training, and research, the partners, the services provided, and the research and development, a few examples to be presented. It's moving quickly or not moving at all. Okay. As you have already learned, I imagine, that the Panzi Foundation brings together four institutions: a Maison Dorcas, Clinique Juridique, City of Joy, and ICAR. In 2010, Dr. Denis Mukwege received an award at the University of Michigan for his work caring for survivors of sexual violence and for those suffering from severe gynecological problems. During Dr. Mukwege's visit to this university and subsequent site visit to Bukavu by the University of Michigan faculty, the decision was reached to collaborate on the establishment of a research center. In order for such an initiative to be successful, however, a local university with a strong mandate for research was sought to be a key partner. The Evangelical University in Africa, UEA, was started in 1991. A new building for the Faculty of Medicine was built in 2011, located within walking distances of Panzi Hospital. Students from UEA train at Panzi Hospital and assist with research being conducted by UEA professors and academics from other local and international universities. With the mandate of both Panzi Foundation and UEA being to strengthen research capacity, it was decided that the research center would be a joint initiative between these two organizations. The University of Michigan was intended to serve in an advisory and technical support role, working closely with these two organizations to establish the research center by ensuring ownership and governance as a responsibility of Panzi Foundation and UEA. ICAR, born in 2013, was intended to conduct training programs for local researchers on research methods, human subjects, research and ethics, data collection, management and analysis,
scientific writing and presentation, and how to publish. This was so to ensure that staff and faculty of Panzi Foundation, Panzi General Reference Hospital, and UEA will learn the skills necessary to become strong voices and leaders in the international research community, addressing the needs and future direction of the DRC. They will use the knowledge gained from their research to inform more effective policies and programs, leading to greater overall change and development and a better quality of life of all Congolese. Michigan University left ICAT. In 2019, the Université de Montréal awarded an honorary doctorate to Professor Mukwege, and a collaboration agreement was signed between the two institutions. In January 2020, a few weeks before the outbreak of the COVID pandemic, on an exploratory mission to initiate collaborative work, Professor Mukwege asked me to be the director of ICAR, and I accepted. Actual work began in 2022 as part of a development project entitled Tumaini, Hope in Swahili, 2022-2027, led by Université de Montréal and funded by Global Affairs Canada. What are the mission, vision, values, and objectives of ICAR? Supporting the drive toward research excellence and global leadership in Panzi Foundation and Panzi General Reference Hospital is the mission. ICAR is a training ground for the next generation of researchers and practitioners in its field of specialization, meaning reproductive health and rights services and women's rights as a fundamental dimension of social and community development. Two types of activities are carried out through ICAR: research and continuing education for the human resources of the Panzi General Reference Hospital and partner health establishments at local, regional, and international level. As part of the Tumaini project, a core group of young researchers and trainers has been set up to develop continuing education. The aim is to provide a human resource base that will guarantee the sustainability of the center's activities and its development locally, then nationally and internationally. Through ICAR's activities, multidisciplinary team members contributing to rights and reproductive health in general, and to human rights for survivors of sexual and gender-based violence in particular acquire. On the one hand, the global knowledge required for evidence-based care practice. To this end, they receive ongoing training tailored to their needs and the needs of their beneficiaries. A core group receives training in health science pedagogy so that they can be responsible for setting up appropriate continuing education programs. On the other hand, this multidisciplinary team acquires the skills needed to become leaders and have a voice in the international scientific community, helping to solve local problems of global importance. These skills are developed through the establishment of an institutional research culture, as well as through the implementation of research projects adapted to local needs and consistent with the development of knowledge on an international scale. The ICAR teams aim to be one of the leading centers for research and continuing education in this region of Africa. ICAR encourages collaboration and partnerships with individuals and organizations. Already widely recognized for the development and management of a high-quality database, the center's vocation is to enable the analysis of local problems of global importance and to draw evidence-based recommendations relevant to policy development and advocacy for the well-being of the populations targeted by its interventions, as well as to the decision-making of various decision-makers, particularly those in the philanthropic communities. It has the visionary hope of becoming an international center of excellence in research and training designed to build capacities that can be transferred to the next generation. The ICAR Center is based on the values promoted by the Panzi Foundation institutions. These core values, dear to their founder, Dr. Mukwege, are solidarity, selfless love and respect for other people, as well as social justice, hard work, and probity. Intermediate and specific objectives and ethical consequences. I'm sorry. Not there.
I'm sorry? Okay. So the objectives are as follows. Firstly, to strengthen the research capacities of local Panzi Foundation and Panzi General Fresh Hospital researchers, their ability to design and carry out projects using different approaches based on processes whose evidential value is recognized by the scientific community. To disseminate, transmit, and distribute the results of its documentary and scientific research at international levels to promote evidence-based professional practice and decision-making in its field of interest, publications, communications, reports, public policies, etc. To promote the simultaneous pursuit of research objectives comparable to those of graduate and postgraduate studies leading to eventual diploma. To ensure that research projects carried out at Panzi are conducted in an ethically irreproachable manner in accordance with the standards of research ethics adopted in harmony with the fundamental values of Panzi Foundation, but at the very least in compliance with international standards of university research ethics and international human rights treaties, and to manage and analyze the Panzi Foundation's own data banks. The second intermediate objective is to strengthen the human resources capacity of multidisciplinary teams and managers of sexual and health reproductive rights services for evidence-based practice by setting up a continuous training system based on analysis of the evolving needs of the population served. So they will be able to listen to the needs of the populations concerned in terms of ongoing training in line with the changing health needs of the populations and the evolution of the care, resources, and services required. To develop customized training programs where needed, to implement and evaluate the progress, impact, and effect of the training that's provided, and finally, to facilitate collaboration and networking between local and international research trainers. The ICART governance and organizational structure. The development of ICART is based on collaboration between three partners, Panzi Foundation DRC, la chaire Denis Mukwege Université Évangélique d'Afrique UEA, and Université de Montréal. Its governance is ensured by a board of directors, a scientific committee, and a provincial ethics committee for the time being. This scientific committee oversees two units, a unit for continuing education and the unit for research, which oversees the scientific committee for the evaluation and the assessment of proposed research, the General Assembly of Researchers, and the Committee for the Management and Use of Panzi's databases. I will not develop the characteristics of these different entities, but will answer your question related to. At ICART, we developed the ICART management policy and procedures for carrying out research via ICART. This document covers, among others, authorization policy for research at Panzi General Research Reference Hospital or Panzi Foundations, the agreement to share and use the Panzi databases, a model for developing theoretical and operational plans for research, pricing policy for ICART research, knowledge transfer, and application policy. Thank you for this period. I will continue in the next period. Thank you for listening. Nous avons le temps de voir la troisième présentation du docteur Moukania sur le diplôme universitaire pour tout ce qui est chirurgie vaginale. Je suis désolée pour la confusion. Donc, on a une dernière présentation avant la pause café. Merci. Bonjour à tous. Bon, c'est vraiment un honneur d'être ici avec vous et parler du programme de formation sur la chirurgie vaginale. Bon, c'est vrai, on parle de chirurgie vaginale, mais la terminologie a beaucoup évolué. C'est la pelvipérinéologie. Bon, avant de commencer, je vais peut-être profiter de cette opportunité parce qu'on a parlé des recherches. Alors, comment
mettre la veine SAFEM. Et cela m'a aussi fait réfléchir que plus tard, ça serait aussi important d'avoir un laboratoire d'urogynécologie. Et aussi dire à l'Assemblée que les visiteurs, notamment le professeur Souzy, a accepté de nous accompagner comme formateurs pour ce programme de diplôme universitaire. Alors, quel était le contexte? Depuis des années, il y a toujours des problèmes de fistules, problèmes de prolapsus. Il y a un problème de formation des médecins dans les pays en voie de développement. C'est vraiment un challenge. Nous avons un problème de matériel insuffisant dans certaines structures. Nous avons des personnels qui ne sont pas aussi qualifiés dans certaines structures. Et les ressources en personnel manquent aussi d'infrastructures. Et les gens qui sont formés et qui sont peut-être envoyés à l'extérieur, lorsqu'ils arrivent à l'extérieur, notamment en Europe, certains ne reviennent plus. Donc c'est vraiment un grand problème pour nous. En RDC, très peu de personnel ont une connaissance approfondie en chirurgie vaginale. Et ceux qui sont formés, la plupart préfèrent faire la santé publique et oublier la clinique et abandonner les patientes avec fistule et prolapsus. Ce programme de chirurgie vaginale n'est pas dans les cursus universitaires dans la plupart des universités. Donc il faut former les médecins, les généralistes, les spécialistes et les médecins en spécialisation. Comment y arriver? Il faut des cours théoriques en rappelant certains aspects anatomiques des pathologies telles que, comme on l'a signifié tout à l'heure, le prolapsus et les fistules vésico-vaginales ou fistules obstétricales. Des cours pratiques. Et ces cours pratiques peuvent se faire par les pelvic trainers, avec les pelvic trainers. Ça peut se faire aussi au bloc. Et nous sommes en train d'installer la télémédecine. Cette télémédecine nous permettra d'être en contact même avec nos visiteurs qui sont à l'extérieur et pour bénéficier de certaines orientations. Et on aura aussi des discussions au staff pour certains cas, comme on l'a eu à le faire hier pour une patiente. Alors, le concept de pelvipérinéologie. Toutes ces pathologies, pour la prise en charge des pathologies des pelvis et du périnée, doit respecter la physiopathologie, l'anatomie, l'embryologie et l'épidémiologie. Alors, comment surviennent ces pathologies? C'est par les phénomènes de garrot pelvien, c'est-à-dire une compression à l'intérieur de la vessie de l'urètre et de la cloison vésico-vaginale, en postérieur, le rectum et la cloison recto-vaginale. Alors, pour la fistule, un travail dystocique qui traîne peut être à la base d'une nécrose, n'est-ce pas, une ischémie, nécrose, et puis chute de la nécrose, et ça entraîne une communication normale entre deux cavités, la vessie et le vagin, le rectum et le vagin. Voilà, donc ici, c'est les lésions anatomiques qu'on peut observer. Alors, si on regarde bien, au milieu, on a ces lésions qui sont gynécologiques, n'est-ce pas? Hystérectose. Et on peut avoir aussi un centre du tendineux qui peut être endommagé. Et la conséquence,
c'est un problème de fonction sexuelle. Nous aurons aussi la partie urologique, donc notamment cystocèle et même cervicocystoptose, avec une hypermobilité urétrale, et ça peut entraîner aussi des fuites d'urine, un type de continence urinaire de fort. Pour ce qui est de l'aspect digestif, on peut avoir des rectocèles, les prolapsus rectal, et lorsque le périnée endommagé et descendu, on peut avoir aussi des incontinences fécales. Pour ce qui est de fistule, nous avons dit, lorsque c'est un travail d'accouchement dystocique, on peut avoir des communications anormales, comme je l'ai dit, fistule vésico-vaginale, fistule recto-vaginale. Alors, ce concept a commencé depuis 1992 avec Vigo. Ça, c'est pour nos amis français. Les anglo-saxons, c'était en 1994 avec Michael. Alors, de plus en plus, nous avions eu dans la littérature médicale, on parle de plus en plus de pelvipérinéologie. Donc, les livres sont là. Alors, ici, c'était une équipe restreinte. Quand on a commencé, est-ce qu'il fallait parler de la chirurgie vaginale ou de la pelvipérinéologie? Donc là, nous avons une équipe vraiment restreinte qui a travaillé, même si on voit la photo, mais on a passé 2 heures en train de discuter. Ici, ça c'est M. Villet, Richard Villet, qui est de l'Académie française de chirurgie. Là, c'est M. Rosenthal Claude, qui est de la gynécologie sans frontières. Et ici, c'est M. Bernard Crézé, qui a formé le professeur Denis Mukwege à Angers. Il nous a déjà quitté, que son âme repose en paix. Et au milieu, c'est le prix Nobel, donc qui nous donnait des directives et puis comment on pouvait y arriver pour ce qui est de la pelvipérinéologie. Nous étions une équipe restreinte. Nous avons adopté la pelvipérinéologie. Alors, l'équipe s'est agrandie. Et vous allez voir, laparoscopique, la voie laparoscopique, c'est venu du professeur Guy Bernard, qui est de Saint-Pierre, de l'Université libre de Belgique. Et le bâtiment qui a été rénové pour que la technologie soit aussi un outil qui peut aider à prendre en charge certains de nos patients. Alors, si vous regardez bien, ici, c'est notre université, l'université de Lubumbashi, l'université de Kinshasa, l'université d'Angers. Nous avons déjà signé des accords, des protocoles de collaboration entre surtout l'université de Lubumbashi et de l'UEA. Donc, ça nous permet vraiment une mobilité. Donc, si je suis parti à Lubumbashi, c'est dans le même cadre d'échange d'expérience et d'échange de formation. Alors, nous avons l'Académie française, notre corporation, la société congolaise de gynécologie obstétrique, qui est là, et France Kivu, Aviation sans frontières, qui parfois nous aide à faire déplacer ceux qui seront formés ici à l'hôpital de Panzi. Donc, ils peuvent venir de partout, mais nous avons quand même l'appui de cette organisation que nous remercions en passant. Alors, il faut, avant d'aller vers la fin, nous avions évalué la formation qui s'est passée en 2023.
Au cours de cette formation, nous avions eu 12 médecins en formation. Voilà ce qui était leur âge moyen, 41 ans. La notification, ce qui était, la plupart étaient des médecins généralistes, comme je l'ai dit, des médecins en spécialisation en chirurgie, des médecins en spécialisation en gynéco-obstétrique. Il y avait des spécialistes et des spécialistes en chirurgie et des spécialistes en gynécologie. Alors, à partir d'un questionnaire simple, ces médecins devraient s'auto-évaluer. Donc, quand ils sont arrivés, déjà la première semaine, où est-ce que ces médecins s'est situé par rapport à ce qu'ils ont vu faire au bloc opératoire. Donc, vous avez vu eux-mêmes, on a vu comment la courbe était croissante jusqu'à 80%. Ça, on a laissé aux médecins de pouvoir s'évaluer. Mais seulement, on ne va pas dire que tout était rose, mais il y avait quand même des points négatifs. Ces points négatifs, c'était des cours qui étaient prévus en ligne, compte tenu des programmes de nos professeurs qui venaient de l'extérieur. Il y avait vraiment des chevauchements dans les programmes. Donc c'était ça un peu le grand problème. Et aussi, les programmes en outreach. C'est quand même très important. C'est un programme qui dure 3 mois. OK, qui dure 3 mois. Et nous, dans les programmes aussi des fistules, nous avons des équipes qui vont opérer en outreach. Donc, ces apprenants, à la longue, nous allons essayer de les mettre dans les équipes qui vont en outreach pour opérer. Donc, c'est ça la nouvelle vision que nous allons faire cette année, si aussi les moyens nous le permettent. Voilà, l'étape actuelle. Pour ce qui est de l'étape actuelle, comme je l'ai dit, nous avons déjà un protocole signé avec l'Université de Lubumbashi. Et durant mon séjour à Lubumbashi, nous avons parlé de la classification de Panzi, nous avons parlé aussi de la pelvipérinéologie dans le département de gynécologie. Et pour vous dire aussi que lors des passages d'un étudiant spécialisant qui doit terminer sa spécialisation, a pris un sujet de mémoire sur les cystocèles. Donc, pour nous, quelque part, c'est une satisfaction. Pour ce qui est de l'université de Kinshasa, le protocole est en train d'être étudié. Probablement, peut-être d'ici 1 semaine ou 2 semaines, on peut avoir les accords signés avec de ces protocoles. Et ici aussi, un doctorant de l'université, de la faculté de médecine de Kinshasa, des passages ici, fait aussi sa thèse sur le prolapsus. Donc, c'est un domaine qui n'était pas bien connu avant, mais c'est un domaine qui prend encore de plus en plus de l'espace. Et à Kinshasa, au mois de septembre, il y aura des journées scientifiques de gynécologie. Et nous avons eu à avoir un thème sur la pelvipérinéologie. Donc, c'est à partir d'ici, tout ce qui vient à l'hôpital de Panzi, je pense que amène quand même quelque chose à leur université. Alors, nous avons la collaboration de la FIGO, qui depuis longtemps qui a été formalisée, mais nous avions le professeur Philippe Descamps qui nous a beaucoup soutenus. Et toujours, pour l'état actuel, nous avons le soutien de l'Académie française de chirurgie, comme je l'ai dit. Alors, le rôle des partenaires, pour
que ces programmes soient pérennisés et durent dans les temps, il nous faut un recrutement des patients dans nos différents sites qui se fait déjà, mais je juste vous dis qu'il y a une organisation qui a réduit sensiblement ses fonds. La mobilité et séjour des apprenants, il faut appuyer la supervision, la mobilité des formateurs, appuie aussi la recherche, comme on a eu à discuter avec Souzy et le prof, le prof de Nimoukoui, comme il avait bien souligné. Alors, est-il possible d'avoir un centre de pelvipérinologie comme affiché sur l'écran devant nous? Je dis que c'est possible. Donc, nous sommes ici. Nous avons un service d'urologie, service de chirurgie. La paraclinique aussi est en train de se mettre en place, comme a vu le professeur Souzy avec l'urodynamie. Donc nous pensons que pour la prise en charge de certaines pathologies comme l'incontinence urinaire, probablement l'électrophysiologie peut être d'un appui considérable. Donc il y a aussi le département pour les médicaments, donc qui doit utiliser des médicaments. Donc vous avez parfois la douleur périnéale, la sexologie, et puis soit on utilise des PCR. Donc je pense que c'est possible, avec l'appui de tous les partenaires, que nous ayons aussi un service complet pour la prise en charge des pathologies du périnée et des périnée et du pelvis. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Je ne sais pas s'il y a des questions, interventions, remarques par rapport à la présentation du diplôme universitaire en chirurgie vaginale qui vient d'être faite par le docteur Moukani. Merci beaucoup de la parole m'accordée. Je félicite le docteur Moukani pour sa brillante présentation. Mais j'ai une petite question. Docteur, vous avez parlé de la formation des médecins pour leur auto-évaluation par rapport aux thématiques des pelvipérinéologie. Mais vous nous avez présenté une courbe qui va de 10% à 80%. C'est quoi ça signifie exactement? Est-ce qu'à 10%, les médecins, leur niveau était très bas et à 80%, la formation a aidé à relever leur niveau de connaissances par rapport à la thématique? Merci. Merci. Donc, vous avez déjà donné une partie de la réponse. Donc, là, c'est vrai, en arrivant, donc ils se sont estimés être trop bas, mais avec la formation, au fur et à mesure, quand ils ont acquis une compétence, ils se sont, avec l'estime de soi, ils disent qu'ils peuvent le faire à 80%. Donc ça, c'était après analyse des données qui nous ont été faites par les médecins qui étaient en formation. Merci. Y a-t-il d'autres questions? I would like to ask Suzy, Professor, I think that you have something to tell us about this subject. And I especially want to ask you about the sexology in Africa. How can we implement the sexology in Africa? It is possible, or you have impression that it's a question that people have impression that it's a taboo question, so they're not talking about it, even if it's a big issue in the community. Thank you. So I think if we go back
to other countries and other places, the discussion about sexual dysfunction and sex issues was very kept quiet. Si nous allons dans d'autres pays en Afrique, des discussions sur la sexologie ont été des discussions qu'on a voulu garder en berne. It was never discussed if we were talking about surgery or anything. We never discussed it because we were fixed on reconstructing the anatomy, restoring function, and we were not really talking about that function. We were talking about bladder, bowel, that's all. On n'a pas souvent eu à discuter sur cela, sur la chirurgie. On a eu à discuter sur des questions, s'il fallait fixer la vessie, sur des questions comme cela. Mais d'autres questions, on les gardait entre parenthèses. So what we did to change it, or certainly within my practice, was I decided to create patient focus groups. Ce qu'on a fait pour faire face à cette question, en ce qui me concerne, on a essayé de créer un groupe focus des patients. And I asked them exactly what they wanted rather than what we wanted. Et la question était de savoir ce que les patients voudraient voir et savoir que ce que nous, les praticiens, nous voudrions. So that's where the sexual function became the key point. C'est là que la question de la fonction sexuelle était devenue un point intéressant. So we then started with very simple questionnaires to understand what is the exact problem. Nous avons commencé par des questionnaires très simples pour comprendre quel était le vrai problème. And now for every patient we bring into the arena discussion about the bladder, the bowel, the sexual function and pain. Because a lot of women have pain, but they don't talk about it because they are told it is normal to have pain. Et pour beaucoup de patientes, nous avons commencé à parler de la vessie, de l'intestin et des douleurs. Yeah. So that is what changed our practice, and then it became normalized. So now in all, not just in our practice, but in a lot of countries, it became normal to discuss it because the only way I found we could change it is when it came from the women to us, rather than from us to the women. Et cela a impacté notre pratique parce que ça venait des patientes. Et nous avons vu cela dans la plupart de pays, que la pratique vienne plutôt des besoins et des recommandations des patientes que de nous, les praticiens. And I think this is what will work well here because the women here are very understanding of their problem and they will tell you what the problem is, and if we make it in fact that's I'm driving more and more towards what we call patient reported expectations or outcomes and really focusing on that. That's how we managed to change it. It's still not 100%, but it is much better now than it was 15 years ago. Et je pense que cela peut être facile ici parce que les gens sont faciles à parler, ils connaissent leurs problèmes, ils peuvent les dire. Cela est différent de ce que nous avons vu d'il y a 15 ans. And I think for us in Africa, if we start to say, well, this is what the women want, it will change practice. Et c'est là, je pense que, comme je le dirais ici chez nous en Afrique, si l'on dit, voici ce que les femmes voudraient, cela va changer nos pratiques. Yeah. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Je voudrais aussi donner une expérience que nous avons eue dans le Tanganyika. Nous avons fait une étude pilote dans 2 zones de santé. Et là, nous avons voulu savoir quel était le devenir sur la santé sexuelle des femmes. Mais nous avons pris 2 groupes, donc les femmes qui ont été réparées des fistules, donc 1 année après. Et nous avons pris aussi les femmes dans le même site et qui vivaient dans le même village. Et lorsqu'on a essayé de comparer, malheureusement pour nous, nous nous sommes attelés seulement à savoir sur le plan de donc, désir, plaisir sexuel et les douleurs. Et l'étude a montré qu'il n'y avait pas de différence significative par rapport à ce que les femmes ont donné sur cette question. Mais
pour les prochaines études, nous voudrons beaucoup plus utiliser l'index sexuel féminin pour avoir encore plus d'informations sur la santé sexuelle des femmes. Merci. Merci. I think Tina should elaborate a little bit more about what we saw in Tanganyika. Because there it's a special place where women are not rejected at all when they have fistula. Even if we fail to repair the fistula, the women are in their family, and this is a special thing. I don't know if you have some point to give us about this, because it's really special. It's only in Tanganyika where we can see this kind of thing. Thank you. Même quand les femmes même quand nous n'avons pas réussi à réparer, les femmes étaient quand même acceptées dans leur famille. Je pense que cette expérience de la Tanganyika, c'est une expérience qu'on souhaiterait que vous partagiez davantage. Merci. Ok, merci professeur. Comme je venais de le dire tout à l'heure, c'était juste une étude pilote, mais nous voulons l'étendre au moins dans plus de 7 à 10 provinces. Ça, c'est juste un rêve pour faire peut-être une thèse sur ça. Donc nous nous sommes posé la question: quel était le devenir des femmes après la réparation des fistules? Donc lorsque nos médecins étaient partis pour réparer les fistules dans ces sites, nous avons profité pour faire appel aux femmes qui ont été réparées il y avait une année. Alors les femmes se sont présentées aussi en consultation. Et là, on avait juste 4 questions sur le plan santé de la reproduction, santé sexuelle, santé mentale et aussi la réintégration socio-économique. Mais lorsque nous sommes partis avec ces questions, nous étions sûrs en se disant que lorsque nous fermions la fistule, pour nous c'était une satisfaction et c'était tout. Mais à notre surprise, lorsque nous avons interrogé les femmes sur cette question, nous sommes rendus compte qu'il y avait un problème santé mentale. C'est que les femmes étaient, je peux dire qu'elles avaient une dépression, et il y avait même celles qui avaient envie de se suicider. Et on a fait aussi une étude comparative, donc avec les femmes dans le même village. Donc c'était 2 contre 1. Donc si on a une femme avec fistule, on prenait 2 femmes comme cas, je vais dire comme cas contrôle. Donc c'était ça. Et on a trouvé que nous, lorsqu'on a fait cette étude, on avait des gaps. Il y avait plein de questions par rapport, d'abord sur la santé mentale. L'outil que nous avons utilisé, est-ce qu'on ne pouvait pas encore l'améliorer? Par rapport à la santé sexuelle, est-ce qu'on ne pouvait pas encore l'améliorer, comme je venais de le dire tout à l'heure? Sur le plan santé de la reproduction, comme le disait le professeur tout à l'heure, les femmes la plupart n'ont pas été rejetées par leur mari, c'est qu'elles étaient en couple, et on a vu des femmes qui ont eu des enfants après la réparation des fistules. Et on a eu aussi d'autres femmes, parce qu'on avait déjà fait l'hystérectomie, donc elles n'ont pas eu d'enfants, c'était toujours des questions. C'est que nous étions partis avec notre appareil échographique pour un peu rassurer la dame que voilà, elle n'avait pas d'utérus, parce que c'était toujours des questions qu'elle posait pour avoir des enfants. Et sur le plan socio-économique, la comparaison entre le code contrôle et les femmes qui avaient donc le plan réintégration, il n'y avait pas donc des différences entre les 2 groupes. Donc voilà ce que je peux dire un peu, professeur, sur ce que nous avons eu dans le Tanganyika, parce que la plupart de nos patientes viennent de ces sites, et nous pensons que, donc notre conclusion c'était que c'est vrai que nous y allons. Une femme qui a été, qui a souffert de fistules 10 ans, 15 ans, 20 ans, et même celle qui avait 40 ans, parce qu'on a eu des cas, c'est qu'elles étaient affectées sur le plan mental, et que la réparation, donc fermer la fistule, ne suffisait pas, et qu'il fallait aussi assister ces femmes sur le plan, les accompagner sur le plan donc du côté mental,
voilà, c'était un peu ça notre conclusion et nous pensons que dans les jours à venir, nous allons encore y travailler sur les gaps qu'on a eus dans cette étude. Merci. Merci, Dr. Atina. Je sais pas, il y a d'autres... Merci beaucoup, Madame la secrétaire exécutive, pour la parole. Je suis Marc Ombeni, responsable du pilier psychosocial de la Fondation Panzi. Cette question qui a été étudiée par Dr Tina par rapport à l'aspect de la santé mentale, c'est justement un défi à ces niveaux-là, parce qu'exactement, sur le plan physique, comme vous le savez, il y a beaucoup de patients qui viennent, qui sont soignés. Sur le plan physique, le problème est résolu, mais sur le plan mental, le problème continue son processus. Et ça veut dire justement que dans le programme d'accompagnement de ces personnes-là, comme vous le dites, et ça, ça pourrait être, comme vous le dites, c'est une recommandation, par exemple, par rapport aux prochaines études qui pourraient être menées par rapport à leur accompagnement, ce serait également très important que l'on détermine quel type de problème de santé mentale ces femmes ont. Parce qu'exactement, les approches qui pourraient être des approches d'accompagnement à mettre en œuvre, ça devrait être des approches qui, normalement, prendraient en compte les types de détresse émotionnelle que l'on trouve chez ces femmes. Peut-être que ce seraient des questions par rapport à leur intégration sociale, peut-être que ce seraient des problèmes par rapport à la perception, comment ces femmes se perçoivent. Après avoir reçu la réparation sur le plan sexuel, comment ces femmes se perçoivent en tant que femmes. Et lorsque on sait la nature de la souffrance, on pourrait savoir justement qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme accompagnement. Mais je suis totalement d'accord avec vous, avec ces femmes, il faudrait un accompagnement à long terme. Parce que lorsque le problème physique est résolu, je dirais même que c'est à ce stade qu'on devrait déjà, au niveau communautaire, mieux accompagner ces personnes, pas seulement en accompagnant que les victimes, mais en intégrant dans le processus de soins leur mari, leur environnement, parce qu'il y a également une détresse qui est au niveau parental ou au niveau du couple et qui peut à tout moment réactiver le psychotraumatisme de ces femmes que l'on accompagne. Donc, merci beaucoup et c'était un complément que je voulais faire par rapport à cette étude qui a été faite et qui a révélé justement qu'il faut un accompagnement psychologique à long terme. Merci. Merci beaucoup, Marc. Une dernière intervention du docteur Mukania. Merci beaucoup, Madame la secrétaire exécutive. Alors, c'est très important cette étude. Bon, lorsqu'on voit les schémas qui ont été présentés sur notre écran, nous avons vu que les périnées jouent un grand rôle. Donc, on peut être guéri, n'est-ce pas? Mais je crois que c'est un muscle qu'on doit peut-être prendre en compte dans les évaluations pour savoir un peu comment ça se passe. Merci. Merci, docteur. Talking about the training, I think that is really very important. And I want that the team from Swasi and my colleague to know that really we need to get this training here. I will show you one video from Kinshasa. We have our team who is working now in Kinshasa, where we have children, we have even not children, they are 12 years with anorectal malformation. No, malformation, how we call it? Congenital, yes. And to spend 12 years without arms in the capital and don't get the possibility to be operated. This can show really the problem that our population is facing today. And I think that this training can help a lot to fix this problem, because
when in the capitals they can get this problem, what is happening in the rural area or in countryside. Thank you so much for being here, and I hope that the discussion will go on what we can do together. Thank you. Vous êtes en train de dire que les formations étaient très importantes, il était très importante parce que il insiste avec l'équipe présente ici que nous avons besoin d'être formés, et il a cité comme cas un cas de malformation anorectale. Il a donné comme cas un enfant qui a souffert pendant 12 ans de manque d'anus, et c'était à Kinshasa, et que cet enfant n'était pas soigné, réparé. Et il disait que si jamais cela peut arriver à la capitale, qu'est-ce que cela serait si on pourrait parler de coins ruraux de notre pays. D'où l'importance vraiment d'avoir des formations à des prestataires pour qu'on puisse apporter solution à beaucoup de problèmes qui tracassent la population au niveau de santé. Merci. Merci beaucoup pour ces échanges. Maintenant, je vous invite à faire une pause café sur les prochaines 20 minutes avant qu'on reprenne les présentations. Merci beaucoup. C'est une combinaison de plus de 20 ans de travail. Nous avons été introduits au travail que le docteur Moukoye fait. Et la princesse d'Edinburgh est venue pour inaugurer notre recherche l'année passée. Elle a vu mon travail, moi-même et toute mon équipe par rapport à la chirurgie plastique. Elle a visité le professeur Dr Denis Mukwege à l'hôpital de Panzi. Elle était très affectée, elle était très encouragée, et c'est le travail que l'on fait ici a eu un impact personnel sur elle. Elle a alors demandé si le travail des chirurgies plastiques que nous faisions pouvait impacter le grand travail que l'on fait ici. Ça n'a pas pris longtemps pour qu'on s'organise. J'ai eu des gens idéaux avec qui on devrait voyager, comme le professeur Anil. Qui a dit en fait, qu'il fallait construire un bon travail clinique avec le professeur Mukwege. Que nous avons vu différents patientes qui avaient des défis sérieux. Et les discussions entre nous. Nous avons vu qu'il y avait de nouvelles options qu'on pouvait utiliser pour trouver de bonnes solutions. Je voudrais donner une sorte de vue globale de la chirurgie plastique. Et les pratiques et les recherches que nous faisons à l'université de Swansea et les opportunités de travailler ensemble pour échanger de techniques. Et là, les gens se posent la question, comment est-ce que la chirurgie plastique pourrait aider les gens dans leur spécialité? C'est une petite spécialité qui a trop peu de médecins le long du monde. C'est une spécialité qui est en vogue depuis seulement une vingtaine d'années.
qui, en effet, vous allez me pardonner pour les termes techniques, c'est pour faire de la plastique avec les tissus locaux. Nous sommes en train, en fait, de regarder sur les tissus possibles sur le corps. So? Ok, nous travaillons sur la peau, les muscles, les vaisseaux, les os. À l'Université de Swansea, nous avons un environnement fort, hein, solide de recherche. C'est dans la partie du Royaume-Uni que le docteur Mukwege et les collègues ont eu le temps de visiter et pourraient visiter encore. Ça pourrait faire donner sa contribution pour améliorer au Congo. Il y a 10 ans, nous avons eu à créer des groupes avec des formations, avec des populations de différents endroits. Je rêve qu'on pourrait travailler ensemble avec les équipes Dr Mukwege pour publier des travaux intéressants pour la connaissance de tous. Nous allons évidemment chercher des fonds pour les différents corps. Et je pense que ça sera important pour implémenter ce travail. C'est vrai que ces publications que nous avons faites datent de certains nombres d'années. Nous allons utiliser les techniques et les technologies que nous avons pour améliorer le travail ici. Nous allons, si j'ai bien compris, nous allons utiliser le travail pour regarder d'autres parties du travail. Nous pouvons utiliser notre intelligence pour regarder d'autres domaines. Et nous pensons que nous allons utiliser ces différentes initiatives. L'infrastructure pour la recherche et le développement est bon. Nous sommes intéressés au projet et nous pensons que nous allons le pousser de l'avant. Nous avons des données sur la recherche. Et la recherche est basée sur ces trois choses. Nous regardons les endroits du corps, les nez, les yeux. Nous pensons qu'avec l'avenir, nous allons nous focaliser sur les tissus que le docteur Mukwege était en train de dire. Nous avons des expériences sur les cicatrices. Et nous sommes en train de regarder sur les impacts de la cicatrisation du visage.
Et nous pensons qu'avec l'expérience, nous pouvons voir si ça peut avoir de l'impact sur d'autres endroits où les cicatrices des patientes. Nous avons publié des revues sur la cicatrisation regardant les domaines de psychologie. Et nous espérons que nous allons regarder sur la littérature pour trouver s'il y a des opportunités pour regarder sur les parties périnéales. Nous allons travailler sur d'autres zones, d'autres endroits, utilisant notre intelligence. Utilisant l'intelligence artificielle. Annie a terminé son PhD sur cela. Parlons des techniques qui pourraient aider notre initiative. Nous pourrons regarder simplement sur la fermeture primaire. Nous allons travailler avec l'équipe Dr Mbouye à discuter sur les sutures et les techniques d'appréhender chaque type de tissu. Nous allons étudier les cas ensemble et nous allons échanger et apprendre de nos idées. C'était très positif. J'ai expérimenté différentes présentations cliniques. Cela vous aide à vous dire comment pouvez-vous adapter votre technique selon le cas que vous venez de recevoir. Mais aussi l'équipe ici. Nous allons discuter sur les différents équipements qu'on pourrait utiliser pour arriver à des résultats meilleurs. En regardant à des choses comme la peau, nous travaillons sur le greffe de la peau, sur la chirurgie de la greffe de la peau. Ça peut avoir des impacts sur ce travail, sur les brûlures et sur les traumas. Juste des petites techniques de la suture, de la formation et de la formation. Cette formation peut avoir un grand impact sur un grand nombre de patients. Nous pouvons discuter sur les différents endroits de la peau qu'on pourrait greffer. Ça peut nous donner des options sur la suture qu'on peut faire. Ça, c'est un exemple de la greffe de la peau. C'est relativement une procédure simple. Mais ça peut soulager la cicatrisation. Ça réduira les peines, les douleurs et améliorer le fonctionnement. Nous avons discuté avec le Dr Mbouye sur les moyens d'étendre les tissus pour donner des différentes options de traitement sur les endroits spécialisés. Nous pouvons utiliser les mêmes tissus que nous voulons pour étendre et faire que ça soit plus large.
Et ça, nous avons discuté qu'en tant que clinicien, ça peut être très important. Nous avons utilisé le fait avec des tissus spécialisés. Et là aussi, c'est une technique relative. Ça peut aider à améliorer la qualité de la peau. Et ça peut aider avec les patientes qui ont des cicatrices, qui ont des douleurs. Je présente des excuses que cela n'arrive pas sur ces slides. C'est un exemple sur là où nous pouvons prendre. On peut aussi utiliser des techniques, d'utiliser les tissus locaux et étendre la cicatrice pour réduire les douleurs et améliorer les fonctionnements. Un domaine où nous pensons que nous allons apporter de la différence, c'est utiliser notre connaissance sur la zone périnéale, utiliser les tissus locaux qui pourraient être mis sur les vaisseaux spéciaux pour améliorer la stabilité, la fiabilité, pardon. Pour les patients que nous avons déjà vus, si nous utilisons cette technique, ça peut vraiment aider. On peut aussi utiliser des muscles dans des circonstances spéciales pour les cas similaires, comme nous avons dit. Une discussion intéressante que nous avons eue en clinique, c'est la discussion sur comment on travaille avec l'urètre. Après la discussion avec le prof Okoye, nous avons dit comment est-ce qu'il y aurait une possibilité d'utiliser les greffes de veine que nous utilisons communément, très souvent, dans les situations de trauma. C'est vraiment des veines petites, comme des veines du doigt. Nous avons pensé utiliser des veines aussi larges, comme les veines du pied, de la jambe. Qui techniquement serait très simple. Mais comme le docteur Mukwege l'avait déjà mentionné, ce serait pour des objectifs différents. Alors c'est une bonne idée. C'est ça l'importance de la collaboration pour faire que ça devienne une réalité. Nous avons la chance d'utiliser la littérature existante, locale, comment nous pouvons faire, parce que c'est une idée importante, parce que ça a déjà été testé dans différentes circonstances, qui n'étaient pas très sévères. Alors il y a de l'espoir. C'est pourquoi nous avons discuté, lui et moi, sur les différentes semaines qui vont suivre,
avec espoir que nous allons revenir et nous avons vu comment nous pouvons travailler sur cet environnement clinique. Ça, c'est une idée que nous avons eue à faire de recherche sur la littérature existante, si cela a été utilisé. Et nous avons vu comment ces idées sont ont travaillé, liées les uns les autres. Nous n'aurons peut-être pas tout le temps, je vais donner du temps au professeur Anil, peut-être pour discuter. Sur certaines questions, par exemple les questions de classification. Je voudrais vraiment exprimer ma reconnaissance à toute l'équipe de l'Université de Swansea. Et leur expliquer qu'il y a beaucoup de ressources qu'on peut utiliser ensemble pour le bien-être des gens. Merci beaucoup, docteur, pour l'invitation. Nous sommes touchés et espérons que nous allons travailler ensemble pour faire vivre cette collaboration. Merci. Good morning, everybody. Thank you very, very much for including me in this amazing workup with so many colleagues, and thank you to Professor Mukwege and the team here at Pansy. I do know a few members of the team, and it's been an absolute pleasure, but most importantly,